Sud Radio, au cœur de la mêlée, François Trio. Au cœur de la mêlée, la seule émission du dimanche qui ne parle que de rugby. Au sommaire, résultats, invités, analyse, grosse page top 14 avec le podium de nos consultants, Jean-Baptiste Elissalde et Philippe Spanghero. 18h10, le Stade français co-leader du top 14, Morgan Parra, un de ses entraîneurs, sera notre invité. 18h30, notre invité décalé, il est écrivain, journaliste, éditorialiste, originaire de Valence d'Agen. Serge Raffi, bien placé pour nous parler de Toulouse UBB, le remake de la dernière finale qui va clôturer la 6e journée du top 14 et que nous vivrons sur Sud Radio. Vous pouvez nous appeler au 0826 300 300 pour réagir et participer. C'est parti pour une heure complètement rugby. Sud Radio, au cœur de la mêlée. Bonsoir Philippe Spanghero, bonsoir Jean-Baptiste Elissalde. Comment allez-vous ? Bonsoir messieurs, tout va bien à La Rochelle, grand soleil, 23 degrés. Ah bah c'est pas mal, 23 degrés, c'est quasiment mieux qu'au mois d'août. Salut messieurs. Salut Philippe. Quentin Cabanich, salut Quentin. Bonsoir François, bonsoir à tous. Petit rappel pour tous ceux qui étaient en week-end au soleil et qui n'ont pas suivi le rugby sur Sud Radio, ce qui serait quand même une hérésie. Petit rappel des résultats avant le choc de ce soir Toulouse UBB et donc les grandes tendances du classement, Quentin. Pour l'ouverture de cette 6e journée, la section paloise a battu l'Aviron Bayonnais 47-24. Succès du Stade français face à La Rochelle 26-24. Le Loup a battu Perpignan 44-19. Victoire du Racing 92 face au MHR 32-25. Une seule victoire à l'extérieur sur cette journée pour l'instant, celle de Castres à Montauban 32-28. Et Clermont a battu le RCT sur le score de 27-10. Au classement, c'est Pau qui est leader, égalité avec le Stade français. Ensuite, on va retrouver les Lyonnais 3e sur le podium pour compléter le top 6. Le Racing Bayonne et le Castres Olympique. En bas du classement, Montauban est 13e avec 3 petits points d'avance sur l'USAP. L'USAP qui n'a toujours pas marqué le moindre point cette saison en top 14 et ce après 6 journées, François. Oui, ça commence à presser pour les Catalans. On commence toujours notre petit tour de table avec Jean-Bas et Philippe par un petit clin d'œil. Tiens Jean-Bas, c'est quoi ton clin d'œil du week-end ? Eh bien moi, c'est 2 gestes très techniques. Une percée de Reus... à Montpellier. Ah, c'est ça, avec Montpellier qui a encore une fois quelques errements défensifs du Racing, mais en tout cas il en a bien profité. À la sortie d'un trou, il a fait une passe Chistera d'une main, une sorte d'offload, mais sur une passe de 15 mètres quand même, qui a envoyé Leninouchi à l'essai. J'ai trouvé ce geste surprenant et très bien réalisé. La Chistera qui était un peu ton spécial quand même, Jean-Bas, il faut le dire. Alors, moi c'était pas le même genre, hein. C'était la peur qui me faisait faire des trucs incroyables. Là il l'a vraiment fait pour faire briller son copain. Bon, ça a marché. Et le deuxième, alors ça c'est des trucs aussi dont Philippe était spécialiste, c'est le saut de cabri de Nignashvili après une passe volleyée d'ailleurs magnifique de Astoy. Et je sais pas comment il a fait, enfin il arrive à avoir tout son corps en touche, en l'air et à poser le ballon au coin du poteau là. C'est des choses qui me semblent improbables pour moi, donc ça m'a tapé dans l'œil. Ouais, c'est vrai que ce sont des grandes évolutions de ces dernières années. L'arrière géorgien de La Rochelle qui résiste donc à 2 défenseurs parisiens, et il s'enroule un peu autour de leur défense et il arrive à poser le ballon à la base du poteau tout en étant en touche et sans toucher le sol. Voilà, il y avait du Jordan dans ce plongeon. Philippe Spanghero, un petit clin d'œil pour commencer cette émission. Le clin d'œil, on en a parlé rapidement hier, mais c'est le fait que les cartons rouges existent toujours malgré l'arrivée de ce carton orange. On a eu un débat à l'intersaison en se demandant si les arbitres allaient oser prendre leurs responsabilités et continuer à sortir des cartons rouges quand il y avait des gestes évidents qui le méritaient. Et on en a eu 2 hier à Montpellier et du côté de Montauban. Donc c'est bien parce que il faut que les arbitres continuent à pouvoir prendre leurs responsabilités malgré cette alternative. Et donc hier on a été quelque part rassurés. Oui, c'est vrai que c'était en tout cas un fait marquant du week-end et tu fais bien de le souligner. Le podium du week-end, le podium de nos consultants Sud Radio, la médaille d'or, ta médaille d'or Jean-Baptiste Elissalde. Alors pour moi, c'est la touche de Pau dans son ensemble qui est après 6 journées la meilleure, et surtout ces ballons portés qui ont fait une grande part du travail face à Bayonne dans un scénario qui leur a été plutôt favorable, hein. Une hécatombe du côté bayonnais, mais ces 3 ballons portés, ça devient la spécialité de Pau, et vraiment ils m'ont bluffé là-dessus comme ils le font depuis le début de la saison. J'attends de voir comment ils vont passer l'hiver, mais en attendant, le ballon est au chaud. Et ça va derrière la ligne quasiment à tous les coups. Ouais, l'or de Philippe Spanghero.
Alors c'est le Stade Français, sa mêlée. Je vais pas spoiler sur la mêlée puisque je sais que c'est la médaille d'argent de Jamba. Mais en tous les cas, cette mêlée qui leur a fait défaut quand même la saison dernière et ces fondamentaux sur lesquels ils avaient construit leur saison il y a 2 ans, qui sont en train de retrouver. Ouais, du coup c'est une belle transition, Jamba, pour ton argent. Et oui, mon argent, la mêlée parisienne, tout le monde a encensé le petit Louis Carbonel, bien évidemment qu'il faut le mettre ce coup de pied 40 mètres en face, mais sans ces 8 gros devant, et j'ai toujours un petit faible pour mes avants, encore. Donc voilà, une mêlée parisienne qui n'a pas gagné que cette mêlée d'ailleurs, qui en a gagné 5 autres et qui a mis à la faute les Rochelais. Alors même sans être très bon, on en parlera avec Morgane tout à l'heure, la mêlée a suffi à faire gagner le match à Paris. Voilà, Morgane Parra qui sera avec nous d'ici quelques minutes. Le bronze, tiens, ton argent, toi Philippe, pardon, j'allais te... Moi, on a inversé avec Jamba. Mon argent, c'est la section paloise qui confirme à domicile. Ils avaient été assez souverains avant la saison dernière à domicile. La saison dernière, ils sont passés un peu à côté, ce qui leur coûte peut-être une place dans les 6, certainement même. Et là, on a trouvé cette sérénité qui leur avait manqué par moment. On sent que cette équipe de la section, elle a mûri. Elle est montée en puissance, ces jeunes joueurs ont pris de l'expérience avec un recrutement en plus intelligent de joueurs d'expérience, et donc ça fait un équilibre qui leur permet des performances comme hier et de s'installer assez confortablement dans ce top 6 pour l'instant. Ouais, vous étiez un peu divergents sur l'or et l'argent, mais vous convergez sur le bronze, Jean-Baptiste, avec Philippe. Médaille donc pour l'ASM Clermont-Auvergne. C'est ça, une équipe plutôt enthousiasmante pendant le match, avec 2 belles charnières. Alors la première, Jono Plumeur, qui a été à son avantage, mais la deuxième, Bézi Rafi, avec bien aidé par un gros pack, ça a été bien. Le replacement de Newsom au centre, c'est pas mal non plus. Qui était avant un peu à l'arrière. Hein. Voilà, et surtout l'irremplaçable Thomas Seit, avec 6 titularisations sur 6 matchs. Très juste dans les relais, jeu debout, et alors je me suis fait une fixette sur lui, j'ai fait vraiment une caméra isolée sur lui, un travail obscur dans les rucks défensifs, dans le replacement et tout. Vraiment, ce mec est bluffant, on n'en entend pas beaucoup parler, donc c'était, je voulais le mettre sur le podium. Ouais. Avec la SM. Voilà, 6 sur 6, 6 matchs sur 6 titularisations, voilà, c'est fait partie de ceux qui incarnent la robustesse tant chérie par Christophe Furios, l'entraîneur de Clermont. Philippe, peut-être pour compléter cette médaille de bronze, puisque c'était aussi la tienne. Pour compléter, il fallait quand même un match référence face à une grosse écurie. Toulon arrivait quand même et faisait office de concurrent très sérieux pour se jauger du côté de l'ASM. Ils ont répondu présent. Ils ont archi dominé ce match, étaient assez pragmatiques sur leur temps fort. Et puis on parle des individualités aussi, ce qui manquait peut-être à cette équipe de l'ASM. Bon, on a parlé de Newsom, mais il y a quand même Plumeur qui a trouvé ses marques aussi, qui enchaîne les matchs et qui fait, je trouve, vraiment du bien à cette équipe de l'ASM. Il y a Léon Darry-Carrère aussi qui prend une certaine épaisseur, je trouve. Je sais pas ce qu'en pense Jamba, mais lui aussi, il a enchaîné beaucoup sur le début de saison. Et donc voilà, ces joueurs-là, bon, il y avait des joueurs confirmés, Delgui, Jono qui s'était déjà installé, mais voilà, il y a une densité dans on va dire dans l'expérience qui est en train de servir cette équipe. Un flop peut-être pour vous départager, Jean-Baptiste, ton flop c'est quoi ce week-end ? C'est encore beaucoup trop de ballons perdus par La Rochelle, alors au nombre dénombré 28 sur Canal+. Alors je le comprends contre Perpignan où ils ont eu une grosse production, ils ont tenté de se faire beaucoup de passes, donc il peut y avoir beaucoup de déchets. Mais hier, dans un match sans trop d'envolée, sans trop de rythme, il y a quand même beaucoup trop de ballons perdus. Alors les ballons perdus, on peut en trouver partout, donc il y en a déjà 5 ou 6 en mêlée, mais voilà, il y en a beaucoup de rendus au pied, beaucoup de fautes de main, voilà. Et je pense que le match de la semaine prochaine, notamment contre Montauban, doit leur servir, voilà, à gommer ça et se rassurer pour être un peu plus costaud, parce que c'est très difficile de gagner les matchs avec autant de ballon perdu. Philippe Soinguero, est-ce que tu as vu un flop ? Tu peux ne pas en avoir vu, attention. Non, alors honnêtement, c'est un peu tiré sur l'ambulance, mais c'est pour en donner un, c'est pour l'USAP, parce que comme on en a parlé hier, c'est vrai que cette équipe de l'USAP, elle a montré un beau visage pendant 60 minutes, donc on peut penser que cet électrochoc avec ce changement dans le staff cette semaine a eu un effet, mais à la sortie, c'est encore plus de 40 points, c'est pas un point pris, et donc est-ce que c'est plutôt positif dans les têtes catalanes ou pas ?
Est-ce qu'on reste sur ces 60 minutes ou sur ces 40 points encaissés? J'ai pas la réponse, mais en tous les cas, il y a quand même urgence maintenant du côté de l'USAP pour ouvrir le compteur. Ouais, il y a urgence, effectivement. Ouais, Jean-Baptiste. Ouais, moi je l'ai la réponse. J'ai regardé bien le match en détail. L'USAP, il se brûle. Ils jouent tous les ballons, ils jouent de loin, ils font des temps de jeu. Ils jouent trop. Je pense. Alors, on peut aimer le rugby, on peut avoir des convictions. Franck Azema en a beaucoup, mais au bout d'un moment, ils explosent. Et les 20 dernières minutes, ils sont ouverts en deux parce que ils y perdent trop d'influx. Je pense qu'il y aurait à mettre, d'ailleurs c'est l'équipe qui tape le moins dans le ballon, il y aurait à mettre un peu plus de jeu au pied offensif pour se soulager un petit peu, mettre la pression à l'adversaire. Là, hier, alors oui, c'est une bonne heure. Je pense que ça va tourner. S'ils battent Bordeaux, une victoire, ça reste dur, mais ça va tourner. Mais je pense qu'ils ont intérêt à un peu faire évoluer leur jeu. Ouais, effectivement, être un peu plus dans la gestion et plus de jeu au pied. Voilà les recommandations de notre consultant Sud Radio, Jean-Baptiste Elissal, qui est écouté par les entraîneurs. Et d'ailleurs, c'est un entraîneur qui va nous suivre dans un instant sur Sud Radio. On devrait les faire payer, les mecs. Déjà, ils nous écoutent, c'est déjà énorme. Voilà, dans un instant, on va retrouver Morgane Parra. Mais là, c'est du consulting gratuit, quoi. dans un instant sur Sud Radio, Morgane Parra, l'un des entraîneurs du Stade Français. À tout de suite. Rugby pour faire le débrief de cette 6e journée qui va s'achever ce soir avec Toulouse UBB. On y reviendra, ce sera à 21h sur notre antenne sur Sud Radio, la radio du rugby, mais on revient aussi sur les temps forts de cette 6e journée avec notre premier invité. C'est l'invité top 14, c'est Morgane Parra, entraîneur adjoint en charge de l'attaque du Stade Français. Et Morgane, on est ravis de t'accueillir avec Jean-Baptiste Elissal et Philippe Swinguerot. Salut Morgane. Bonsoir. Merci d'être avec nous. On rappelle quand même un petit peu la carte de visite de Morgane pour ceux qui ne connaîtraient pas. 71 sélections en équipe de France en tant que joueur de 2008 à 2019, un grand chelem, une finale de Coupe du Monde et ensuite l'ASM de Brennus, notamment 2010-2017, sans parler des finales de Coupe d'Europe. Il y en a eu 3, 36 ans. Morgane, jeune entraîneur, mais peut-être le plus expérimenté des jeunes entraîneurs, parce que ça fait longtemps que tu entraînes, Morgane. On est d'accord? Ouais, j'ai entraîné un peu, mais entraîné des amateurs. Les gammes un peu en amateur, c'est ça. Et après, voilà, maintenant ça fait la 3e année dans un staff pro. Et bon, j'apprends aussi tout à petit et j'apprends au quotidien. Je pense qu'on apprend tout le temps. Ouais. Parle-nous quand même de ces derniers instants hier, 80 minutes et il y avait 2 minutes après la sirène. Louis Carbonel qui récompense le travail de ses avants. Comment toi tu l'as vécu sur le bord de la touche? Tu connais ces situations, tu les as connues en tant que joueur. Comment là tu l'as vécu en tant qu'entraîneur? C'est complètement différent parce que déjà on est impuissant, mais non, c'est tout simplement c'est laissé juste avant. Je pense qu'on fait un match. Bon, bien sûr, on domine, mais on marque pas. Donc on est toujours à portée de La Rochelle et La Rochelle marque cet essai sur notre faute, d'une sortie de camp où on doit bien sortir le ballon, mais malheureusement il sort du ruck et on prend cet essai. Donc après il nous reste cette dernière chance, c'est cette mêlée. Et voilà, bien sûr les avants ont fait un énorme boulot et ensuite Louis Carbonel a converti et ça je suis content aussi pour lui parce que voilà, c'est quelqu'un qui a besoin de confiance et aujourd'hui il met cette pénalité qui est très importante, donc c'est bien pour nous et pour la suite. Morgane Parra avec nous, avec Jean-Baptiste Elissal qui forcément a des questions d'entraîneur à poser à l'entraîneur de l'attaque du Stade Français. Salut Morgane. Ça va. La ronce, on l'appelle la ronce. Alors, on s'est posé la question d'avoir un entraîneur pour nous parler, et comme t'es le seul à parler français dans le staff, on a dit bon, on va appeler Morgane. Bon, blague à part, non, j'ai vu vos matchs, et j'ai vu notamment celui du début de saison, celui de Perpignan. Vous avez été très clinique. Je parle de l'aspect offensif, dans des bonnes courses, des essais presque trop facile et très propre. Et là, j'ai trouvé sur ce match-là beaucoup de précipitation. Cette première mêlée à la 3e minute de gauche à droite sur un avantage où les passes c'est plus un frein que des passes engageantes où les mecs se jettent les ballons un peu derrière. Une action aussi où tu as une semi-attaque devant toi, là devant le banc de touche à la 7e minute, 6e, où il y a quasiment 8 ou 9 contre 4. Il y a une animation qui est faite pour être faite et puis c'est un en avant de Macalou, il me semble, avec une passe aussi un peu derrière. Et la question que je voulais te poser, c'est savoir où vous en étiez dans le process, puisque c'est vrai que ça fait 2 ans que le Stade Français a du mal sur le jeu placé, le jeu d'attaque, et savoir où t'en étais toi dans ton cheminement et quels étaient tes points d'amélioration à l'entraînement. Est-ce que tu travaillais aujourd'hui?
Non, bien sûr, tout simplement, c'est déjà essayer de changer de mentalité. Aujourd'hui, on était une équipe qui ne jouait pas du tout et qui était que sur des mauls, sur une grosse mêlée, une grosse défense. Et en fait, on s'est rendu compte l'année dernière que même quand la défense va pas et si en plus on n'attaque pas, c'est compliqué. Donc on a essayé de faire un constat, essayer de regarder, essayer de travailler. Après on a mis bien sûr l'organigramme a un peu changé. On a tous bossé ensemble avec un projet de jeu, essayer d'évoluer, mais surtout de pouvoir lancer le jeu dans notre camp, de lancer le jeu aussi dans le camp adverse. Maintenant, bien sûr, c'est pour certains joueurs qui sont là depuis longtemps au Stade Français, c'est des changements de mentalité et ça met du temps. L'attaque est tu connais, est très dur à mettre en place et long. Donc c'est déjà de changer les mentalités, c'est de prendre de confiance, c'est aussi d'attaquer les espaces, donc les espaces au large ou au près ou mais n'importe quel espace, et de pouvoir les jouer à la main ou par le pied. Et ça aujourd'hui, c'est des joueurs aujourd'hui tout à petit qui commencent à rentrer et à comprendre aussi ce que l'on veut. Donc bien sûr, il y a un peu d'approximation. Après, je pense aussi, c'était un gros test pour nous à La Rochelle, contre La Rochelle qui en plus sortait d'un match à Montpellier compliqué. On savait qu'ils allaient venir faire un match une guerre, que ça soit dans le jeu au sol ou dans l'occupation. Et on savait qu'on allait être confronté à une grosse défense. Donc après, on s'est peut-être précipité. Plusieurs fois, je trouve qu'on est trop en avance au lieu de laisser d'avoir un peu plus de retard. Après, dans le jeu d'attaque, on a nos avants qui se sont un peu perdus dans la circulation, des avants devant les trois quarts quand on prenait la vitesse. Donc voilà, à revoir là comme ça. Aujourd'hui, je commence à le regarder de nouveau et on va pouvoir travailler dessus. Mais en tout cas, nous, c'était important de valider ce match à Perpignan gagné par une victoire pour pouvoir pour voir si on était dans le vrai et si on pouvait encore s'appuyer là-dessus. Voilà, avec cette victoire, on le rappelle, 26-24 face à La Rochelle. Philippe Spanghero pour Morgan Parra. Ouais, salut Morgan, mais bravo pour ce début de saison. Ma question, elle est assez simple. Il y a 2 ans, ce club a construit vraiment sa saison sur ses fondamentaux. Là, on a reparlé de la mêlée fermée. Il y avait un papier intéressant de l'équipe hier, justement, avant le match, qui parlait de la façon dont la mêlée vous avait permis aussi à construire vos succès cette saison. Et la saison dernière, on avait eu Thomas Lombard au téléphone qui nous avait dit que ça manquait aussi d'ambition, que si vous aviez buté en demi-finale il y a 2 saisons, c'est peut-être aussi par manque d'ambition dans le jeu. Est-ce que la saison dernière, c'est pas toute l'explication parce que vous avez vraiment pas été épargné par les blessures, mais est-ce que vous avez pas mis la charrue avant les bœufs quelque part? Et là, cette saison, l'idée de revenir à ces fondamentaux permet aussi de vous rassurer. Ah non, mais ça c'est sûr. Mais si on prend l'année dernière, le Stade Français, ça a quand même été toujours un gros paquet d'avant, une grosse mêlée, une grosse conquête. Et ça, bien sûr, ça on veut le garder. Ça, il y a pas de souci. On veut garder ça. On veut pas changer. L'année dernière, on a eu un début de saison compliqué. On a perdu les piliers. On a eu des blessés à des postes très importants. Puis tout simplement, après, le doute s'installe. On a eu du mal. Après, il y a eu toutes les histoires que tout le monde sait au club où ça a été compliqué, même le staff. Donc ça ça a été difficile de pouvoir travailler et d'avoir une continuité, mais c'était surtout aussi d'apporter, de pouvoir aussi changer de mentalité. Quand on disait, c'est de lancer un peu le jeu un peu plus. Alors après, on ne peut pas ressembler au Stade Toulousain parce qu'on n'a pas les capacités, bien sûr, du Stade Toulousain ou d'autres équipes. On veut avoir notre propre style. Et ça, on essaie de le travailler. Mais aujourd'hui, bien sûr, pour nous, la conquête, qui est la mêlée, touche, toutes les phases statiques, conquête, c'est quelque chose d'important chez nous et que l'on regarde. Et d'ailleurs, on gagne le match hier parce que notre mêlée tient et puis la dernière mêlée, elle est incroyable. Ouais, et ce qui est intéressant quand même, ce sont les intentions. Il y en a eu, notamment la semaine dernière à Perpignan, où d'entrée de match, vous avez quand même essayé de lancer du jeu en première main sur des mêlées dans vos 22 et essayer de donner un peu de volume au jeu. Ça, comment tu arrives à relancer un peu l'état d'esprit des joueurs sur ce point-là, à les embarquer, toi, en tant qu'entraîneur de l'attaque, Morgan? Non, tout simplement, on essaye à l'entraînement de les pousser dans ça, d'arrêter des situations où ils peuvent jouer et de se dire pourquoi tu ne la joues pas. Essayer de travailler avec les leaders de jeu, qui ont la conduite du jeu un maximum, de les mettre en situation et puis surtout de leur demander quand ils ne le jouent pas pourquoi. Et ensuite, après beaucoup de vidéos, d'échanges, il y a aussi Yann Vaz sur tout ce qui est jeu au pied, mais sortie de camp. Mais c'est pas que le jeu au pied, c'est aussi le jeu de pouvoir sortir par la main quand le coup est bon.
Donc c'est un tout. On essaie de bosser tous ensemble pour les aider, les aiguiller, quand je dis changer de mentalité, c'est exactement ça. C'est de se dire un jeu au pied, s'il y a de l'espace, il n'y a pas de souci, mais s'il n'y a pas d'espace, c'est que l'espace il est à la main, on peut le jouer aussi à la main. Oui. Voilà, Jean-Bas, est-ce que vous échangez avec Morgan? Parce que j'imagine qu'entre numéro 9, en devenu entraîneur, il y a une forme de solidarité. Ouais, bien sûr, mais il est au début de son parcours, il va s'apercevoir que les bonnes résolutions d'un moment sont pas celles que tu penses 2 ans après, et surtout, en fonction des dynamiques de groupe, t'as beau entraîner pareil, c'est pas le même résultat. Ce qu'il faut faire attention, il l'a dit à demi-mot, c'est quel joueur j'ai et quel jeu je joue. Essayer de copier, même si on a tous... moi, j'aimerais bien être Guardiola, mais le problème, c'est que si j'ai des mecs qui savent pas, qui contrôlent pas, et qui n'ont pas du pied gauche, je peux pas jouer comme Guardiola. Donc, je vais jouer comme Mourinho. Et voilà, donc Morgan a des convictions, il faut qu'il prenne conscience de quel joueur j'ai, quel jeu je peux faire. Et après, ça roulera. Et puis, de toute façon, c'est le poste le plus compliqué. Là. Entraîner l'attaque, c'est très dur. Il faut des heures de practice ensemble, des connectiques, il faut que les mecs aient du vécu ensemble, et puis le rugby évolue tout le temps, donc voilà, c'est un métier très dur qu'il a choisi, mais très passionnant. Ouais, t'es passionné, Morgan, t'es rentré à quelle heure hier? La semaine dernière, on avait eu Johan Codulot, il était rentré, ils avaient gagné, je sais plus contre qui, en J5, là, et à 19h, on l'avait eu en direct, il était déjà chez lui pour travailler sur le match suivant. Non, après, on a tous des styles différents, ça dépend comment on travaille. Après, je suis pas manager non plus, donc il y a peut-être encore plus de choses, mais non, moi, bien sûr, aujourd'hui, je suis revenu sur le match ce matin, tranquillement. Je vais revenir un peu tout à l'heure et préparer après ma semaine. Mais comme le dit Jean-Bas, bien sûr, c'est de faire état des lieux de notre équipe, de savoir ce que l'on peut faire et pratiquer pour l'attaque, mais essayer de changer aussi les mentalités. Mais voilà, après, la vérité de maintenant, je ne sais pas si pour l'instant ça tourne. J'espère que ça va continuer. Mais on est très vigilant et très humble parce que c'est bien sûr c'est dur. C'est dur, mais comme on l'a dit, c'est un métier passionnant. Donc j'ai la chance de jouer. J'étais passionné par le rugby, j'ai toujours été. Et aujourd'hui, je peux plus jouer parce que physiquement, bien sûr, on est trop vieux ou mal partout. Et maintenant, on essaie d'avoir la passion et d'essayer de transmettre et d'être passionné autant en tant qu'entraîneur. Voilà, la ronce, il t'a appelé comme ça, Jean-Bas, je crois. Ouais. Je sais pas d'où ça vient, mais bon. On peut peut-être expliquer, Jean-Bas, pour nos auditeurs, quand même, ce surnom. T'es déjà rentré dans un buisson de ronces et en ressortir, quand tu passes entre les mains de Morgan, voilà, non, mais je l'ai connu que trop peu, malheureusement, enfin, vis-à-vis, mais on a que trop peu joué ensemble un peu à la fin en équipe de France, mais c'est quelqu'un que j'apprécie par le joueur de rugby qu'il est, mais surtout par sa mentalité, comme il dit. Voilà, un vrai demi de mêlée, quoi, un chien de la casse. Voilà, Philippe, petite question pour Morgan qu'on va libérer. Je rappelle les prochaines dates du Stade Français. À Castres, réception ensuite de Montpellier et déplacement à Toulouse. Pas de question, mais juste un constat et avoir son avis justement par rapport à ce que disait Jean-Bas. C'est vrai que je parlais avec pas mal de coachs qui étaient souvent frustrés quand ils prenaient un club en disant mais en fait j'hérite d'un effectif que j'ai pas complètement choisi, j'ai un projet de jeu et grosso modo, Jean-Bas, je sais pas si tu es d'accord aussi avec ça, mais il faut 3 saisons pour avoir l'effectif dont on rêve ou qui peut répondre à notre ambition. Est-ce qu'aujourd'hui, Morgan, tu considères que tu es arrivé à cette étape-là, que vous avez l'effectif que vous souhaitez avoir pour aller au bout du projet? Non, je pense qu'on est au tout début, au contraire. Et puis on a eu tellement de mouvements au sein du staff, au sein du club. On est revenu sur un projet après Coupe du Monde avec Laurent, Karim. Derrière, en cours de saison, de la deuxième saison, plus de Karim. Après, plus de Laurent. De nouveau, maintenant, c'est un staff qui s'est remis, mais on est tous que 2 ans de contrat. Donc c'est même pas aujourd'hui, on peut même pas dire à long terme, mais on essaie de restructurer et autour de bien sûr Paul Gustave, essayer de restructurer déjà à court terme. Et après on verra ce que le club décidera. Mais aujourd'hui, bien sûr, il faut c'est long, mais 3 ans, oui, je pense que c'est bien pour faire un tour effectif et surtout après les roulements entre les contrats qui sont de longue durée et aussi maintenant le GIF, pas GIF, ça aussi c'est compliqué.
Ce sont effectivement toutes les difficultés du poste d'entraîneur. Merci Morgane Parra d'avoir été avec nous. Merci à vous. Bonne semaine avant le déplacement à Castres et bon dimanche soir, bon visionnage, bonne vidéo. Et encore bravo pour cette victoire face à La Rochelle, 26-24. Dans un instant, on va aussi jouer le décalage dans Au cœur de la mêlée. Serge Raffi va être notre invité, écrivain, journaliste, et on va parler forcément de rugby, même si on va parler aussi de littérature. À tout de suite dans un instant. Sud Radio. Sud Radio. Parlons. Sud Radio, au cœur de la mêlée, François Trio. 18h33, au cœur de la mêlée sur Sud Radio, l'émission rugby du dimanche soir avec Jean-Baptiste Elissalde et Philippe Spanghero. Voilà, et surtout aussi on parle de top 14, on parle également de tous les rugby, de tous les championnats. Tiens, Quentin Cabanis, je sais que tu as toujours un œil sur les championnats de national. Exactement, François, et notamment la Nationale 1 en rugby avec des matchs qui avaient lieu cette semaine, des matchs notamment vendredi soir et d'autres hier après-midi, et on va démarrer avec ceux de vendredi où Marc-en-Barœul a perdu à domicile contre Narbonne 36-27. Albi s'est également imposé à l'extérieur sur la pelouse de Bourg-en-Bresse 15-13. Succès de Chambéry face à Périgueux 35-14. Rouen a battu Nice 18-11, et puis hier Niort s'est imposé face à Bourgoin-Jallieu 49-16. Rennes s'est imposé à Suresnes 14-12 et Massy a été gagné à Tarbes 31-6. Au classement de cette Nationale 1 en rugby, c'est Nice qui est leader devant Narbonne et Chambéry. En bas du classement, on va retrouver à la 12e place Marc-en-Barœul, 13e Tarbes et dernier Bourgoin-Jallieu. Voilà, on verra peut-être un petit peu plus tard en Nationale 2 parce qu'il y a Valence d'Agen notamment et voilà, cher à notre invité qui vient d'arriver, c'était le lien à la transition, c'est Serge Raffi qui est avec nous. Bonsoir Serge, journaliste et écrivain, romancier, biographe, bien sûr éditorialiste. On vous voit bien sûr sur les chaînes info pour une actualité politique chargée en ce moment, bien sûr, mais vous êtes ici, et tu es ici Serge, parce qu'on se tutoie ici, voilà, pour parler d'un ton 5e roman, L'odeur de la sardine, qui sort chez Fayard. On va en parler dans un instant. Philippe Spanghero d'un côté, Jean-Baptiste Elissalde de l'autre. Serge, voilà, tu es un spécialiste de politique, mais quand même tu es très tourné rugby, parce que de Valence d'Agen tu as forcément été à Toulouse, et où notamment tu as été journaliste. Oui, mais d'abord je vais vous dire un truc, c'est que je suis super heureux d'être là. J'ai l'impression de rentrer à la maison, et donc c'est une sensation tellement forte, vous pouvez pas savoir pour moi comme c'est important. Oui, Valence d'Agen, bien sûr, moi, enfant, j'allais voir jouer Michel Sidjar. J'ai connu aussi les premières vraies passes de demi-mêlée de 20 mètres, hein, ces fameuses passes vrillées. Je crois que c'était Casaubon à Agen, peut-être que Jean-Baptiste Elissalde me contredira, mais il me semble bien que c'était un gars qui s'appelait Casaubon, qui était le demi-mêlée d'Agen, qui faisait des passes extraordinaires. C'était fini les passes plongées, etc. à la Canberra-Béraud. Donc c'est vrai que j'ai vécu souvent au stade de Valence d'Agen des moments assez forts. Et ensuite, bien sûr, moi j'ai joué au Sporting Club albigeois, donc, et aussi au Loup. J'ai joué au Loup d'abord de l'âge de 10 ans jusqu'à l'âge de 16 ans. Ensuite, je suis parti au Sporting Club albigeois. Et ensuite, à l'université de Rangueil, où j'étais entraîné, j'ai eu cette chance extraordinaire d'être entraîné par Pierre Villepreux, qui a été entraîneur de l'équipe de Rangueil. Et ensuite, j'ai été grand reporter. Je suis parti faire le tour du monde et le rugby. Mais t'as joué au tennis avec un certain Spanghero, enfin Walter. Et quand j'étais à Radio Monte-Carlo plus tard à Toulouse, je commentais les matchs. C'est pour ça que je suis un fan de Jean-Baptiste Elissalde. Je vous le dis clairement. Je commentais les matchs du Stade Toulousain et je jouais au tennis avec Walter Spanghero, et j'avoue qu'à chaque fois que je lui serrais la main, j'avais une sensation très étrange, c'est d'avoir une toute petite main. C'était un truc très bizarre comme sensation. Serge Raffi, donc L'odeur de la sardine, c'est le roman. Philippe, je ne sais pas si tu es un lecteur de romans. L'odeur de la sardine, toi qui as sorti Au nom du clan, dont on parlera aussi, et ce qui est un livre assez intéressant de témoignages sur l'importance du clan familial. 5e roman, donc je le disais, pour Serge Raffi. On va rapidement faire le pitch. Il y a un ancien policier, Charles Bayard, qui est retrouvé mort sur les quais de Seine.
Serge, une enquête est confiée bien sûr à un enquêteur, un commissaire important, et derrière le fait divers, eh bien, une enquête un peu complexe qui nous plonge un peu dans la guerre d'Algérie. Tu es d'accord avec la grande histoire, voilà, une intrigue documentée. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on comprend la grande histoire avec tous les rebonds de l'enquête policière. On comprend aussi le jeu des médias quand même, hein, et comment les enquêteurs jouent avec les médias. Ça, c'est intéressant. Mais il y a quand même une touche rugby dans ce. Tu peux pas t'empêcher. Toujours. C'est ton 5e roman. Même dans le précédent, qui s'appelait Tuer les tous, qui était publié chez Albin Michel, qui se passait à Toulouse d'ailleurs, et qui racontait un peu. C'est toujours des histoires de policières, des enquêtes policières, mais pour résoudre l'enquête policière, les policiers sont obligés de faire des enquêtes historiques. Et là, Tuer les tous, c'était sur le génocide cathare, évidemment, qui a été le premier génocide de l'histoire de l'humanité, en fait, hein, la disparition. Le qatarisme, et pas les qatarisme, bien sûr, ouais, pas le Qatar, pas les Émirats, bien évidemment. Et dans celui-là, il y avait déjà l'histoire d'un imam qui jouait au rugby au Mirail. Et donc c'était déjà une histoire d'intégration, c'est-à-dire que on peut s'intégrer. Et dans celui-là aussi, donc dans L'odeur de la sardine, un des enquêteurs, qui est d'origine kabyle, eh bien, il s'est intégré, lui, à l'histoire de France en jouant au rugby à Albi. Comme par hasard, son père avait joué au rugby à Albi, et lui aussi. Et le rugby est un formidable vecteur d'intégration, parce que le combat, la dureté de ce milieu, le collectif, l'importance de jouer groupé, etc., fait qu'on ne peut pas faire le malin. C'est un sport où on ne peut pas faire le malin. On est obligé d'avoir beaucoup d'humilité. Et donc l'histoire de ce policier, il est très important dans le récit, ce policier qui est un jeune commissaire de police, qui est kabyle d'origine. Et donc il lui est confronté, c'est vrai, à une mémoire historique qu'il a peu connue. Il a été peu sensibilisé par rapport à ces mémoires blessées de la guerre d'Algérie qui sont toujours là. Puisque l'histoire elle-même, pour revenir à pourquoi j'ai écrit ce livre, c'est parce que j'ai le sentiment depuis longtemps qu'on n'arrive pas à sortir des blessures de cette guerre qui n'en finit pas dans les esprits. Et je trouve qu'il y a eu ce que j'appelle moi la paix des armes en 1962, c'est-à-dire les accords d'Évian. Et aujourd'hui, paradoxalement, 40, même plus, qu'est-ce que je dis, 60 ans plus tard, 60 ans. La paix des âmes n'est toujours pas survenue. Or, il va bien falloir qu'on s'en occupe sérieusement de ça. Et au fond, le roman, même si effectivement ça reste une intrigue, moi, le moteur qui m'a fait écrire ce bouquin, c'est ça, il faut sortir de cette espèce de psychose dans laquelle on n'arrive pas à sortir, de ce post-traumatisme qui est toujours là. Il va bien falloir qu'on en sorte. C'est ça l'idée du livre en lui-même. Mais le rugby est quand même très présent, c'est vrai. Avec cette belle phrase, le rugby, justement, sport pratiqué par un des enquêteurs, une école où les différences sont des forces et non des handicaps. Jean-Baptiste Elissal, la lecture, toi, dans ta vie d'entraîneur ou même de joueur, est-ce qu'elle a compté ? Ah oui, les longs déplacements en bus, c'est mieux d'avoir un bon livre de temps en temps, parce que quand j'étais à La Rochelle, le moindre déplacement c'était minimum 4 heures, et les plus longs jusqu'à Saint-Claude, enfin un groupe A2, un groupe B2, je sais pas quoi. C'était 11 heures quasiment, hein, des fois pour même pas jouer parce qu'il y a trop de neige. Donc oui, un bon bouquin, ça fait du bien. Par contre, j'en connais un qui va pas être très content du titre. C'est Christophe Furios. Je pense qu'il préfère l'odeur de la merguez. Parce que j'ai entendu. C'est pas mal. Effectivement, l'odeur de. J'ai pas trouvé de merguez dans la mer Méditerranée. Hein, vous m'en voulez pas. Voilà. Philippe, toi, t'es un peu au cœur de ton actualité là quand on parle de Serge Raffi et de la publication de son livre L'odeur de la sardine chez Fayard. Toi, c'est Au nom du clan. Donc, tu sais ce que c'est que l'effort d'écriture. Ouais, je l'ai appris parce que j'ai écrit une première fois il y a 2 ans pour le Robert au cœur de l'Ovalie sur les mots et expressions du rugby, et je pensais savoir écrire, et là je me suis rendu compte que l'exercice était très différent. D'abord, il faut raconter les histoires d'autres protagonistes, et ça c'est pas facile de trouver les bons mots pour retranscrire les émotions des échanges aussi, parce que j'ai eu des échanges assez forts, c'est sur nos histoires de loyauté familiale, la façon dont on se construit
par rapport à nos parents, du moment où on s'émancipe dans nos vies de nos loyautés familiales ou pas d'ailleurs. Et donc voilà, ça a été une belle aventure, mais c'est une drôle d'école d'humilité, l'écriture, comme le rugby d'ailleurs, parce que je suis d'accord avec Serge, c'est vrai que je le dis souvent à ceux qui connaissent moins bien le rugby, mais il y a pas d'histoire de différence, il y a le collectif qui prend le pas sur toutes les individualités, même les plus fortes, enfin en tous les cas quand ça marche sportivement, et c'est assez joli. Et juste, je sors un peu du sujet, je voulais rebondir sur le sujet d'intégration, parce que c'est vrai que le rugby a été quand même un facteur d'intégration très fort, et notamment pour la communauté italienne, parce que j'ai assisté à une conférence qui était très sympa l'année dernière, dans le sud de la France, vers Valence d'Agen, dans le Gers, enfin un peu partout où les Italiens ont immigré après la guerre, comme ils vivaient assez loin des villes et sur les terres pour lesquelles ils travaillaient, ils avaient du mal à sociabiliser, et donc c'est par le rugby qu'ils ont réussi à trouver leur place dans la société, et donc voilà, ça renforce le discours de Serge par rapport aux enjeux d'intégration, et le rugby est un fabuleux accélérateur. Voilà. Ouais, c'est vrai que ça, toi, tu l'as vécu même peut-être dans ton enfance, ce que raconte Philippe, parce que l'intégration des Italiens, notamment. Il y en avait énormément à Beaumont-de-Lomagne. Ouais. Il y a eu de très grands noms à Beaumont, dans le Gers et à Valence d'Agen aussi, j'imagine. Ouais, Serge. Oui, bien sûr, mais moi je l'ai plus vécu à Lyon, ça. Ouais. Parce que quand même, j'ai joué de l'âge de 10 ans à 16 ans, donc c'est là où effectivement il y avait les premiers. Mais moi, ce qui me fascinait surtout dans ce sport, c'est que les plus méchants en apparence, c'est pas ceux qu'on croit. Moi, je me souviens qu'à Albi, je jouais avec un troisième ligne L. Moi, à l'époque, je jouais déjà en équipe. J'étais plus en junior et je jouais quand même encore un peu, donc c'était l'équipe 2. Et il y avait un troisième ligne L qui était ingénieur physicien dans la vie réelle, et qui était un type d'une sobriété, d'une élégance, d'une discrétion en dehors du terrain, et sur le terrain, il devenait un véritable sauvage. Et je me disais, c'est quand même fascinant de voir comment un type de jeu peut bouleverser, je dirais, le mental d'un type. C'est-à-dire que c'est comme dans la vie, ce qu'on croit que il se transformait. Ouais, c'est comme dans la vie, ceux qu'on croit les plus courageux, vous savez, sont pas forcément ceux-là, et ceux qui sont les plus discrets se révèlent être des héros. Enfin, c'est très brechtien comme formule. Et ça, c'est fascinant quand vous êtes dans une équipe de rugby, de voir justement qu'est-ce qui se passe sur un terrain au niveau du courage, au niveau de la peur. Moi, il m'est souvent arrivé d'avoir peur, je vous le cache pas, parce qu'à l'époque que je jouais, on se payait souvent des secondes lignes qui arrivaient en pleine vitesse sur les touches. Moi, j'ai joué à l'ouverture. Il m'arrivait de me prendre des secondes lignes qui arrivaient avec les genoux en l'air. J'avoue que parfois, je savais pas très bien les plaquer encore. Ouais. Est-ce que ça, ce dont on parle, Jean-Baptiste, toi qui est au contact du rugby pro et entraîne encore des équipes professionnelles avec aussi, on va dire, une hétérogénéité de nationalité, de culture, est-ce que ça existe toujours ? Est-ce que les plus discrets se transforment ? Est-ce que ce rugby a toujours ces mêmes ressorts ? Oui, parce que in fine, des personnes qui mettent le maillot et qui arrivent sur le terrain, c'est un mode d'expression aussi. J'étais très trublion en dehors du terrain. J'aimais faire le zouave ou le con, parce que voilà. Et sur le terrain, j'étais plutôt très sérieux et très à l'écoute de mes entraîneurs. Et très clinique. Ouais, moi, je me souviens, l'expression que j'ai, c'était quelqu'un de clinique qui avait une capacité à contrôler. Et je pense que et c'est valable dans l'autre sens. Vous parlez d'ingénieur. Jean Bouillot était un garçon très paisible, et quand il était sur le terrain, il avait une hargne incroyable, et pourtant il était lui aussi, quand tu le vois comme ça dans sa vie de tous les jours, tu te dis jamais ce mec-là peut faire du rugby. Et on en a connu plein. Les Fidjiens sont quelque part un peu perchés, ils ont une autre culture que nous, ils se réunissent pour boire du cava, ils rigolent, c'est
2 minutes avant de rentrer sur le terrain, et quand il rentre sur le terrain, par contre, c'est presque du combat et faire mal dans les règles de l'art, mais c'est pour ça qu'ils ont des plaquages destructeurs, par exemple. Donc voilà, on trouve un peu de tout, et souvent c'est quand même un bon terrain d'expression, le rugby, quand c'est bien encadré, avec un bon arbitrage. Mais c'est vrai qu'à l'époque, il y avait un peu plus de débordements, et pour te dire, moi aussi j'ai eu très peur à chaque match. Voilà. Voilà, même à la fin, Jean-Bas. Ah oui. Bah alors, en plus, je suis repassé à l'ouverture. Alors, oui, je vomissais avant les matchs. J'étais d'une inquiétude et d'une peur incroyable, peur de mal faire, peur de prendre les mecs dans la figure. Voilà, j'étais pas un gros gabarit. Et puis ça disparaissait. Moi, ça disparaissait au coup d'envoi. Une fois que c'était lancé, comme par hasard, les vomissements s'arrêtaient. La peur de l'autre, je l'avais plus. Mais avant les matchs, j'étais très très inquiet. Et oui. Je pense que la peur me faisait jusqu'à vomir. J'étais vraiment pas bien avant les matchs. Serge. Oui, j'ai une question qui me turlupine depuis pas mal de temps, et je suis ravi de pouvoir la poser à Jean-Baptiste Elissalde. C'est l'évolution du jeu du rugby depuis, disons, on va dire, si je dis une bêtise, vous m'arrêterez bien sûr, depuis une dizaine d'années, la technique de plaquage a tellement changé, puisque moi à l'époque on plaquait à la taille et on descendait. C'est grosso modo la technique qu'on nous avait apprise. Et c'est vrai que depuis 10 ans, la technique du plaquage, c'est de venir d'empêcher le joueur de passer la balle, c'est-à-dire qu'on plaque plus haut, on plaque donc au niveau du torse, en essayant de ceinturer le mot est inadapté, puisqu'on ceinture finalement aux épaules aujourd'hui, pour empêcher le joueur de jouer. Mais cette technique-là, elle étouffe un peu le jeu, et elle fait qu'il a beaucoup évolué vers un jeu qui parfois, à mon sens, se rapproche un peu trop du jeu à 13. Et donc la question que j'aimerais vous poser, c'est est-ce que ce constat-là, c'est quelque chose que vous voyez? Est-ce que les instances du rugby, évidemment, cela sont posées? Comment arriver à retrouver un peu plus d'espace, un peu plus de jeu, un peu plus de fluidité dans le jeu, un peu plus de profondeur aussi, parce que quand on regarde même les matchs du top 14 aujourd'hui, la profondeur, c'est quelque chose d'assez rare. On la trouve un peu au Stade Toulousain, un peu à Bègles, mais on joue de plus en plus à plat. Et moi, ce jeu-là, parfois, me gêne un peu, et je me dis comment on peut retrouver. On va pas venir 40 ans en arrière, bien sûr que non. Mais est-ce qu'il n'y a pas un travail à faire, alors au niveau des règles, je ne sais pas exactement quoi, mais pour retrouver l'esprit d'un rugby un peu moins violent peut-être et un peu plus fluide? Est-ce que Jean-Baptiste, est-ce que tu veux quelques secondes pour réfléchir à cette question de fond posée quand même, voilà, parce que moi j'ai une petite pause à faire à cet instant précis, 18h49, mais on se retrouve dans un instant, toujours avec Serge Raffi, toujours avec Philippe Spanghero et Jean-Baptiste Elissalde, et cette question cruciale sur l'évolution du jeu et essayer de retrouver un petit peu d'espace. À tout de suite sur Sud Radio. Au cœur de la mêlée, François Trio. Au cœur de la mêlée, dans 2 heures, il y aura Toulouse UBB, on va en parler dans un instant avec Jean-Baptiste Elissalde, bien sûr, Philippe Spanghero, Serge Raffi, notre invité, écrivain pour L'odeur de la sardine, paru chez Fayard, et grand amateur de rugby. Réponse à la question de Serge, un peu sur ce manque d'espace dans le jeu offensif. Quelle est la solution, Jean-Baptiste Elissalde? Certains l'ont trouvé. Serge, Toulouse, comme tu l'as dit, ou Bordeaux arrive à le trouver par la vitesse et par surtout une mentalité de faire vivre le ballon après contact. Ce qui s'est passé il y a quelques années, c'est que dans le rugby professionnel, les staffs se sont étoffés. On a fait rentrer des entraîneurs de la défense, et c'était beaucoup de personnes qui venaient du 13, de cette ligne très haute. Et ils nous ont appris à plaquer à 2, un en bas, un au ballon, pour justement couper les offloads, puisque c'est une arme redoutable dans le rugby. Et ça, c'est la première chose. Donc en effet, c'est vrai que ça cogne de plus en plus fort. La ligne d'avantage par rapport à ce que tu disais, elle est de plus en plus dure à prendre, et il faut la prendre coûte que coûte si tu veux générer de l'avancée. Donc voilà. Et paradoxalement, je vois dans une équipe que j'aide un peu à côté de La Rochelle, à Puyl-Bourreau, c'est un petit club, donc dans les catégories inférieures, ils n'ont pas le droit au plaquage à 2, donc ça reste le plaquage, comme tu dis, qu'on faisait à l'époque, qu'on apprenait, le plaquage d'abord orange qu'on glisse, et c'est vrai qu'on voit un peu plus de jeu debout et d'espace. Moi, ce que je pense qu'on peut changer, sans changer les règles, c'est changer le règlement du coaching. Aujourd'hui, on joue quasiment à 26, quoi. Il y en a 23 sur la feuille de match, plus les mecs qui re-rentrent, qui ressortent, qui re-rentrent, et en fait, tu tombes jamais sur des mecs fatigués, ou trop peu. Et je pense que c'est là, on pourrait franchir un cap. C'est-à-dire que pourquoi pas avoir un banc plus élargi avec 10-15 joueurs comme au football, mais par contre, on en fait rentrer 7 et terminé. Et c'est pas, s'il y a des blessés, on
n'en fait pas revenir, etc. On se débrouille avec les mecs qu'on a sur le bord, mais parce que là c'est presque trop facile. Donc voilà. Ou alors on agrandit un peu le terrain, mais enlever des joueurs ou je sais pas trop, mais voilà, agrandir le terrain et je pense régler le problème du coaching. Philippe Spanghero, plus d'espace. Est-ce que ce soir il y aura des essais, de la profondeur, des espaces entre les deux meilleures équipes de France, en tout cas celles qui ont disputé les 2 dernières finales du top 14? On espère, on attend beaucoup du match de ce soir. D'abord parce que Toulouse pose quelques questions sur son début de saison, notamment sur ses déplacements et sur ses faillites un peu en fin de match à Montpellier, puis la semaine dernière à Bayonne. Donc connaissant l'orgueil des Toulousains, je pense qu'ils ont coché la case de ce soir. En plus, Bordeaux était venu faire le coup la saison dernière avec une équipe très remaniée. On ne savait pas trop quoi penser de cette équipe qui était venue gagner sur la pelouse d'Ernest Vallon. Bordeaux est un peu dans la même situation que Toulouse, pas complètement sûr de son rugby par rapport à la saison dernière. Donc je pense qu'on va avoir un match avec beaucoup d'ambition des deux côtés. Et puis, comme le disait Jamba, on a deux des équipes qui produisent un très beau rugby debout. Donc on a hâte d'être à 21h. Ouais, Serge, toi tu as décliné toute invitation des chaînes d'infos qui te courent après pour... pour rien au monde je raterai ce match. Et je suis très... pour rien au monde, même pour n'importe quelle chaîne, même pour France Télévisions, même pour le 20h, jamais de la vie. Il n'y a rien de plus important pour moi que de regarder ce match. Et je suis encore très ennuyé parce que étant né à Valence d'Agen, je suis pratiquement à équidistance entre Bordeaux et Toulouse, même si j'ai un petit faible pour Toulouse. Le jeu t'es plus proche de Toulouse quand même. J'ai suivi, je veux dire que j'étais plus supporter de Toulouse pendant longtemps, du Stade Toulousain pendant des années, mais je ne cache pas que depuis un an, le jeu de Bordeaux-Bègles me séduit de plus en plus. Oui, c'est sûr qu'ils sont séduisants. Oui. Juste pour signaler justement que l'avenir valencien s'est incliné aujourd'hui face à Saint-Jean-de-Luz, 26-13. Ouais. J'étais au match aller l'année dernière. C'est vrai. Et ils avaient gagné Valence. Et Saint-Jean-de-Luz, on en parle beaucoup dans l'odeur de la sardine parce que l'enquêteur, la victime est souvent venue à Saint-Jean-de-Luz. Donc voilà, c'est aussi un voyage dans le sud-ouest. Bien sûr, toujours. C'est Saint-Jean-de-Luz, c'est là où je l'ai écrit le livre. En plus. Tu l'as magnifiquement écrit, c'est chez Fayard, l'odeur de la sardine. Petit prono quand même. C'est plus agréable à écrire que les bios de François Hollande ou pas? Non, pas du tout. J'ai pris un immense plaisir à écrire la biographie de François Hollande. Parce que je reste persuadé que c'est un honnête homme et que son bilan n'a pas été aussi mauvais qu'on l'a cru. On voit bien ce qu'on vit en ce moment. J'avais une formule pour lui, François Hollande, qui est un fou de sport, même de rugby aussi. Et je lui dis, c'était pas si mal que ça finalement quand on prend un peu de recul sur ton quinquennat, même si rien n'a été parfait, ça n'existe pas. On le voit bien de plus en plus aujourd'hui que gouverner un pays devient de plus en plus difficile. Ouais, c'est difficile. Un petit prono, Jean-Bas, ce soir, tiens, parce que c'est vrai que les compos, côté notamment bordelais, il y a un peu mixé la composition. Comment tu le vois, toi? Ouais, comme l'année dernière, ils ont pu créer la surprise. Donc je pense que Toulouse est averti. Toulouse sort d'une contre-performance. C'est le pouvoir de réaction dans ce club. Donc je les vois l'emporter. Alors pas largement, mais avec un bon matelas d'avance, une quinzaine de points. Voilà. Toulouse avec une victoire d'une quinzaine de points. Voilà. Philippe, tu ajoutes un bonus offensif ou pas pour les Toulousains? Non, je vois Toulouse aussi comme Jamba, mais non, je pense quand même qu'ils vont avoir une partie compliquée. Bon, à suivre. Serge Raffi, c'est toi qui auras le mot de la fin. Moi, je pense que Toulouse va quand même gagner. Parce que j'ai le sentiment, mais bon, tout ça reste toujours très aléatoire, que le paquet d'avant, malgré tout, du Stade Toulousain est un petit peu plus près que celui de Bordeaux-Bègles, qui me paraît encore un peu fragile, encore un peu dans le doute. Et je pense que l'équipe du Stade, ils ont des joueurs tellement exceptionnels devant qu'ils vont faire un grand match. Bon, on va le suivre en tout cas sur Sud Radio. 21h, on y sera bien sûr. À suivre, c'est excellent avec Judith Belair juste avant ce match. Je remercie Quentin Cabanis d'avoir été avec nous bien sûr et qui sera là pour la soirée avec Alexandre Priam et toute l'équipe. Je remercie Jean-Baptiste Elissal et Philippe Spanghero. À très vite, bien sûr. Ce soir, on joue pas là.
Ce soir, on joue pas? Ben, on est un peu pris par le temps. Attends, mais j'avais tout, moi. J'avais les joueurs, Poux, Mikel, Roumat, Boxis. J'avais les entraîneurs, Bru, Ntamak, Sowerby. Non, mais sans déconner. T'avais Allez, Barak. je me mets, Ouais. Mais peut-être. je me mets 6 points. Je me mets 6 points d'avance déjà pour la semaine prochaine. T'avais Benoît Madol et Barak Mais aussi ou pas? c'est parce que peut-être c'était. J'avais noté, regarde, j'avais tout là. Benoît Madol, Ah, ok. tout, j'avais tout. Très bien, semaine prochaine, je fais une autre formule. D'accord. Ouais. Là, je me suis préparé et je savais que t'allais me. Enfin bon, j'ai bien compris. Allez. Merci, mais Bonne soirée à tous. Promis le week-end prochain. Merci en tout cas Philippe Spanghero et Salut, Serge messieurs, Raffi. bon match. L'odeur de la sardine donc dans toutes les bonnes librairies et voilà, c'est un roman à vivre et pour être en tout cas plus on est moins bête à l'issue du roman parce qu'on a appris aussi des faits historiques intéressants. Merci Serge, à bientôt. C'est excellent et bonne soirée.